Merci de leur faire un tonnerre d'applaudissements. Bonjour à tous. Je suis ému en fait d'être là aujourd'hui à plusieurs titres parce que en fait, il y a une vingtaine d'années de cela, j'ai vécu ici à Ivry. Voilà, sur l'invitation de la Junior Entreprise que je remercie parce que pareil aussi en tant qu'ingénieur, c'est ingénieur de formation, on a cette volonté de promouvoir ensemble les métiers de l'ingénieur au sens large, et notamment dans le numérique. Donc c'est un vrai plaisir pour moi aujourd'hui de parler de comment Alten, sûrement le nom vous dit quelque chose, a pu se développer dans le numérique depuis un certain nombre d'années. Et que surtout que moi, ça fait depuis 17 ans que je suis chez Alten, 17 ans que je n'ai pas vu passer finalement parce que ça va très vite. Et j'aurais dit, le titre ça aurait pu être l'audace d'entreprendre dans le numérique. Parce que bon, le numérique maintenant on en entend beaucoup parler. Au début d'Alten, je ne pense pas que tout le monde savait que ça allait avoir un impact aussi large. Voilà. Est-ce que tout le monde connaît Alten d'ailleurs? Levez la main pour ceux qui connaissent Alten. Ah ben ça va au fond. Faut me réconforter. Alors, Alten à la base, merci. Alten à la base, ça commence en 88. 3 ingénieurs français. C'est important de dire ingénieur français quand on parle de numérique, parce que tout le monde pense que numérique égale américain ou éventuellement asiatique. En fait, numérique aussi veut aussi dire français. Dans cette volonté, je dirais, d'investir dans le numérique, donc 3 ingénieurs français, il y a 27 ans de cela, qui ont eu une idée en disant, voilà, pour développer des produits dans l'industrie en général, au lieu de fonctionner habituellement avec, je dirais, un fonctionnement purement en interne, avec des compétences en interne, pourquoi ne pas développer une certaine agilité dans la manière de faire et développer ce qu'on appelle maintenant du conseil, du service, notamment dans les métiers techniques. Donc c'est là où est partie l'idée du conseil donc en technologie, notamment pour les grands programmes industriels, donc pour l'aéronautique, pour l'automobile et pour aussi les télécoms. À l'époque, c'était l'époque des grandes constructions des réseaux télécoms. Mais finalement, au fur et à mesure du temps, ils se sont dit travailler sur le produit de nos clients, c'est bien, c'est une chose, donc ils ont commencé par là. Mais finalement, les clients aussi, il n'y a pas que ça dans leur entreprise, il y a aussi toutes les fonctions, on va dire, transverses, comme les infrastructures informatiques, qui fait que pour pouvoir mieux aider leurs clients dans leur fonctionnement, on va développer les activités, notamment dans le système d'information, et on verra par la suite. Et on verra par la suite que le développement du numérique chez Alten part de là. C'est-à-dire qu'on est parti du système d'information d'entreprise, donc ça c'est dans les années 94-96, donc c'est l'industrialisation de l'informatique dans l'entreprise. On va beaucoup parler d'automatisation de tâches, et puis finalement petit à petit ça va toucher les couches plus en contact avec leurs clients finaux comme les CRM. Ça, on va dire que c'est la première grande phase. La deuxième grande phase va venir avec Internet. Internet, finalement, c'est quoi? C'est la démocratisation, on va dire, des réseaux dans toutes les fonctions de l'entreprise. Quand on parle de stratégie, quelque part, c'est le sujet qu'on a voulu partager avec la junior entreprise, donc Dièse. Là, c'est la stratégie vraiment organisationnelle. En fait, il faut tout simplement conclure que l'organisation dans une activité dépend aussi de l'évolution technologique et de l'évolution du marché. Quand est venu Internet, Internet, démocratisation de l'ensemble de l'informatique dans l'entreprise. Donc là, pareil, Alten s'est structuré la première fois en 96 en créant une structure qui s'appelle Alten SI, système d'information, avec la bulle Internet qui s'en est suivie, et aussi l'avènement donc de la téléphonie mobile de G3G, on est aux alentours de 2005 à peu près,
on a constitué une entité pour mieux adresser ce marché-là qui s'appelle Atensi. On a rajouté l'activité réseau dans l'organisation. Et dernièrement, voilà, on va parler des innovations numériques à partir de là. Vous connaissez tous le big data, les internets des objets, l'intégration des réseaux sociaux face à l'explosion des usages. Donc c'est maintenant fait au sein d'une entité qui a été structurée, organisée, créée depuis 2008, qui s'appelle le pôle CIRT, où on a rajouté l'élément, la composante, on va dire, télécom, donc système d'information, réseau et télécom. Et finalement, aujourd'hui, avec Anne Mallory qui m'accompagne, on fait partie de cette entité-là. Je suis un peu parti vite au démarrage pour me représenter. Donc, je suis Mamira Velo-Jaona, je suis en charge en fait du marketing pour cette activité numérique-là, de ce pôle CIRT, et cela depuis 3 ans. Je suis ingénieur à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure. Depuis 17 ans chez Alten, j'ai commencé consultant, j'ai fait directeur de projet maintenant au marketing. Comme quoi, l'ingénieur aussi dans le numérique, il ne fait pas que de la technique, il peut aussi évoluer vers d'autres fonctions, je dirais à dimension business, plus avec une vision plus transversale. Tout ça pour dire que on aurait pu s'arrêter là par rapport au jeu de slide que je vais vous présenter, c'est-à-dire qu'on est industrialisé, on s'est monté en place des centres de services pour l'ensemble de nos clients. La structure qui a été montée nous permet d'adresser d'une manière efficace 3 grands types de macro-secteurs, la banque, finance, assurance, les télécoms et les médias, et derrière tout ce qui est industrie et services. Sauf que, quand on parle de numérique, derrière, on voit surtout l'innovation. L'innovation numérique, qu'est-ce que ça nous impacte au quotidien? Ça nous impacte dans la manière déjà que nos clients adressent leur propre marché à eux. L'usage qui est fait du numérique, donc les réseaux sociaux, la mobilité, tout ce qui est transversalité des écrans que vous utilisez au quotidien, ont complètement bouleversé la manière dont les clients adressent leur propre marché à eux. À partir de ce moment-là, nos clients à nous ont de nouveaux compétiteurs, de nouveaux concurrents, et quelque part nous demandent à nous de les accompagner sur comment combattre ces nouveaux concurrents-là. Nous aussi, pareil, au lieu de s'arrêter juste à industrialiser notre capacité à offrir les services à nos clients, il faut qu'on s'intéresse davantage à leur métier. Et c'est la suite de ce que je vais vous présenter. Qu'est-ce qui nous impacte? Je vous montre les résultats d'une étude qui a été faite par le cabinet KPMG au courant de 2014 pour dire tout simplement les grandes innovations de rupture dans les 3 années, ce sont lesquelles, j'en garderai 3 pour ne pas tous les citer, il y en a 3 en tout cas qui sont prépondérants. Il y a le cloud. Le cloud, vous connaissez tous ce que c'est, qui a un service Dropbox, enfin qui utilise Dropbox dans l'assemblée. Donc il y en a qui utilisent les services cloud de leur opérateur télécom, voilà, pareil. Au-delà de ça, le cloud, c'est une formidable opportunité, je dirais, de computation, je ne sais pas comment le traduire en français, de computation qui, en même temps, je dirais, permet aux entreprises traditionnelles de faire des économies, mais en même temps, ça permet aussi à des compétiteurs, je dirais, des entreprises un peu plus jeunes qui ont de bonnes idées pour pouvoir se développer très vite. Ça, c'est la première chose. Le cloud aussi, il faut se dire, tout le monde sait, quand on envoie de l'information dans les nuages, il y a un peu une problématique de sécurité. Deuxième chose qui va vraiment impacter au quotidien la vie des entreprises, c'est le big data. Finalement, dans un monde de plus en plus connecté, il y a besoin d'analyser toutes ces données-là pour dégager un avantage concurrentiel. Et le troisième vrai levier, c'est le mobile. Donc le mobile, je ne pense pas que je vais faire le sondage qu'il y a un smartphone dans l'assemblée. Je pense que tout le monde l'a pour prendre des photos, pour regarder ses mails, pour envoyer des SMS. J'en ai l'habitude, donc vous en faites pas. Dans tout ça, stratégie de produits et d'offres de produits et de services, on a dû complètement s'adapter. Parce qu'en fait,
faire bien, on va dire, les métiers techniques opérationnels, c'était bien, mais être au plus proche de ses clients, c'est encore mieux. Et donc, si on doit analyser très rapidement comment s'est structuré n'importe quelle entreprise, hein, ce qu'on appelle un marché vertical dans le sens marketing du terme, on peut imaginer 3 grandes fonctions dans une entreprise. Vous avez le développement de produits et services, ça vous avez dit c'est normal, c'est le métier historique d'Alten, mais qui vont aussi subir quand même un certain nombre de métamorphoses. Il y a la relation client, parce que sans client, une entreprise ne vit pas. C'est un peu la discussion que j'ai eue c'est-à-dire avec quelqu'un de la junior entreprise. Et troisièmement, il y a toujours des fonctions transverses, tout ce qu'on appelle infrastructure, le corporate. Aucune de ces fonctions-là n'échappe en fait à l'innovation numérique. Et du coup, quand aucune de ces fonctions-là ne peut échapper à l'innovation numérique, les entreprises doivent se réadapter. Et nous aussi, on doit se réadapter derrière. La première fonction qu'on va analyser ensemble, c'est la relation client. Je vais faire un sondage, pareil, j'aime bien faire des sondages. Qui a un compte Facebook, ou qui n'a pas de compte Facebook ici? Qui n'a pas de compte Facebook? Il y en a 2 qui n'ont pas de compte Facebook. Allez, ça fait quoi? Ça fait 3%, 5%. Bon, vous avez le droit. Qui n'a pas de compte Twitter? Il y en a un peu plus, on se méfie de Twitter. Bon, ok. La vraie révolution dans la relation client, c'est qu'en fait, avec la nouvelle génération, on va dire, qui sont nés après 95-98, qu'on appelle les digital natives, en fait, c'est que toute la relation, on va dire, qu'on avait physiquement avec les consommateurs finaux, se sont tous déplacés vers le mobile, vers les réseaux sociaux. C'est bien parce que ça permet à l'entreprise de délivrer une relation client 24 heures sur 24, d'arroser, je dirais, un marché qui est complètement mondialisé, mais en même temps, ça permet aussi à des compétiteurs de s'introduire. Hein, ce qu'on appelle l'intermédiation de service. Je pense que vous connaissez tous Uber dans la salle. C'est quelque chose qui fait frémir tout le monde, qui a réussi à casser complètement la relation avec quelqu'un qui veut prendre un taxi et les services du taxi de transport qui est délivré. Vous connaissez aussi, je pense, Airbnb. Airbnb, je pense que pour ceux qui ont des enfants, Airbnb ne se pose plus comme question, parce que quand vous avez 2, 3, 4 enfants, pour trouver un hôtel pour accueillir 6 personnes, soit c'est très cher, ou soit c'est très difficile à trouver. Donc les gens ont trouvé Airbnb, ces gens-là qui font de l'intermédiation de services. Et il y en a des exemples, des exemples et des exemples. Pour vous donner un exemple, même dans la banque, finance, assurance, quelque chose auquel on est très attaché, sa banque, grande enseigne, un maillage territorial énorme en termes d'agence. J'ai lu un chiffre pas plus tard que dans le train en venant ici. Entre 2009 et 2015, le nombre de start-up dans le secteur de banque, finance, assurance a été multiplié par 60. C'est passé, je crois, de 50 à 3000. Vous imaginez un peu que tout ça, ils ne vont pas créer de nouvelles agences, ces acteurs-là, ils vont juste utiliser les innovations numériques. Qu'est-ce que ça impacte par rapport à nos clients? Beaucoup de concurrence par rapport à ces nouveaux acteurs-là. Donc il faudrait qu'ils ripostent. Quand ils ripostent, ils doivent muscler leur relation client. Vous avez tous entendu parler de la digitalisation des offres, de l'omnicanal, le multi-écran. Et comment nous on peut accompagner ces clients-là? Pareil, il faut qu'on s'adapte aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'en termes de produits et services, on a dû se doter d'une structure pure. Après, comment on se muscle de notre côté, il y a plusieurs stratégies. Hein. Vous avez la stratégie de développement de filiales spécialisées, c'est ce qu'on a fait. Depuis 2010, on a senti ce frémissement-là que tout ce qui est digitalisation va porter. Donc on a créé une structure à 100% en interne qui sont spécialisées sur ce créneau-là, sur tous les secteurs, et qui s'appelle IDEAPS. Donc pour ceux qui sont intéressés pour, je dirais, digitaliser les relations clients, digitaliser les offres, donc on a IDEAPS, nous, avec de très bonnes références. Hein. Je pense que vous connaissez tous, entre autres, l'application MyTF1, ça j'aime bien en parler, parce que ça parle à tout le monde. Un média
qui a vu que la consommation sur la télé à la papa, je voulais dire, la télé de papa, on se met dans le canapé, devant la télé, et on ne bouge plus. Quelque part, ils ont réinventé à travers une programmation. TF1, vous pouvez participer au jeu, vous pouvez quelque part faire de la télévision à la demande et ainsi de suite. Ideax, très belle réussite, un certain nombre d'applications développées, 250 à peu près, qui adressent tous les secteurs du marché et qui continuent, et qui nous permettent de muscler vraiment notre positionnement, d'être plus proche des métiers de nos clients. Ce qui fait que, je dirais, là où on évolue en termes d'offres de produits et services, on va attaquer les métiers de nos clients avec un certain nombre d'offres de services industrialisées, une expertise spécifique dans le digital. On continue avec la suite. Donc, si on regarde un peu notre activité historique qui est de développer en fait les produits, je dirais, de nos clients, ben, il y a un phénomène, je pense que tout le monde a intégré, ben, c'est la connexion en fait des produits, des objets. Donc on parle d'objets connectés, Internet des objets. J'allais dire, voilà, qui ne sait pas que l'Apple Watch est sorti? Tout le monde connaît que l'Apple Watch est sorti hier. Ah, il y en a un qui ne savait pas, c'est le 24 avril. Voilà. Depuis ce matin, vous allez je suis allé sur mon compte Facebook, il n'y avait que ça. Voilà, donc moi qui ai passionné d'horlogerie, en plus, ça me parle beaucoup, mais en même temps, passionné d'horlogerie, tout le monde croyait que, quelque part, ce type d'objet connecté allait changer la montre. Mais en fait, non, parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les objets lui-même qu'on utilise tous les jours ont complètement évolué avec les innovations numériques à partir du moment où la forme reste la même et la fonction ne correspond plus à parce qu'à la limite, la montre, on n'appelle pas une horloge, on appelle une montre. Donc c'est fait pour montrer quelque chose. L'horloge, une montre, je la garderai, en tout cas, je ne la changerai pas. Par contre, dans l'Apple Watch, je ne sais pas si vous avez regardé, il y a une horloge, c'est au centre comme application. Les applications derrière, elles sont diverses et variées à partir du moment où on les connecte. C'est pareil pour la voiture. Si on prend la voiture, à la limite, ça s'appelle une voiture, ça ne s'appelle pas un système de transport ou un objet de transport. Donc la voiture, elle peut rester la même, mais maintenant, elle va s'insérer de plus en plus dans un système de transport globalisé qui offre plus que, on va dire, la fonctionnalité primaire de vous transporter d'un point A à un point B. Tout ça pour vous dire que la conception de produits physiques s'est complètement métamorphosée vers des objets de plus en plus connectés. Et on va dire que celui qui ne sera pas connecté va disparaître. Quand on parle de tout ça, quand on connecte les objets, ben on se rend compte tout de suite qu'il y a plein de données qui vont remonter. Parce que le plus important dans les objets connectés, ce n'est pas la connexion, oui, vous avez des fonctionnalités sympathiques, surtout qu'on va récolter le maximum de données sur vos usages, sur vos habitudes, sur qu'est-ce que vous consommez, combien de pas vous faites dans une journée. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, il faut du big data. Le big data, bon, j'allais dire, c'est plutôt marketing en ce moment, mais la science elle-même a existé depuis longtemps. C'est juste les capacités informatiques qui ont évolué entre-temps. On a dû anticiper aussi tout ça, parce que nos clients nous demandent, quelque part, une fois qu'ils auront connecté leur objet, comment on peut les aider à traiter toutes les données remontées derrière. Que ce soit pour une meilleure connaissance de leurs clients, que ce soit pour eux-mêmes, pour pouvoir mieux être efficaces opérationnellement au sein de leurs équipes. Donc c'est chose faite qu'on a fait, hop, là, on a dû racheter une entreprise, on a fait de la croissance externe pure, parce que pour un certain nombre de raisons, c'est que déjà faire du big data, il faut en faire depuis longtemps pour être vraiment pertinent sur le marché. On est toujours à la recherche, je dirais, d'une masse critique pour pouvoir être pertinent sur un marché. C'est ce que l'on a fait, donc en rachetant cette société qui s'appelle Lincoln, qui est une société française de 250 salariés et qui est vraiment aboutie dans la manière de faire du big data. Ils l'ont fait depuis 25 ans. Ils ont un atelier de R&D, toute une démarche pour accompagner tous les grands industriels et ce qui nous a permis d'étoffer en fait notre portefeuille pour être encore plus proche
de nos clients et de leurs challenges de business au quotidien. Lincoln, pour parler très rapidement, ça fait du big data, ça pour être on va dire marketingement acceptable pour tout le monde. Mais Lincoln, c'est surtout une des rares sociétés actuellement qui sache faire vraiment du big data dans le cloud. Big data dans le cloud, pour vous dire très simplement, vous avez une masse de données analysée sur les données d'usage, par exemple, de vos clients. Vous n'avez pas forcément toute l'infrastructure informatique pour le traiter. On va dans le cloud, il y a des logiciels préinstallés, vous faites votre traitement pour 5 € la journée, vous avez déjà un premier des résultats qui vous permettent d'avoir un avantage concurrentiel sur vos concurrents. C'est indéniable que ça va être vraiment le vrai levier pour demain, pour qu'on soit plus véloce. De notre côté, Lincoln aussi, ça fait partie de ces entreprises-là qui ont détecté depuis longtemps que la connaissance des clients est clé pour pouvoir permettre, je dirais, aux entreprises actuelles d'être plus performantes demain. Et c'est pour ça que, entre autres, ils sont beaucoup investis dans ce qu'on appelle la data science, avec un certain nombre de réflexes, de modélisation qui permettent à n'importe quel client, dans n'importe quelle activité, de dégager rapidement de la connaissance avec le minimum d'informations qu'ils ont. Et ce qui nous a permis, je dirais, de développer une ligne d'offre de services dédiée aux produits et services de nos clients. J'ai voulu parler du big data parce que c'était la plus grosse acquisition que l'on a fait. Mais en même temps, il faut savoir que dans notre approche aussi, quand on parle d'objets connectés, on avait aussi des partenariats, entre autres avec Gemalto. Gemalto, vous connaissez tous les cartes SIM, la sécurité, mais ils ont aussi lancé une offre dans tout ce qui est connexion d'objets, plutôt dans l'objet connecté. Et il faut savoir aussi que pour accompagner nos clients, on a des offres un peu plus, on va dire, old school ou traditionnelles, comme on dit, sur tout ce qui est ERP. Donc vous connaissez tous SAP, je pense. Et dans les mainframes, à partir du moment où nos clients à nous ont des produits historiques qui ne peuvent pas arrêter du jour au lendemain, mais qui doivent migrer, je dirais, vers les nouvelles technologies. En étant dans le passé et dans le futur, ça permet à nos clients d'être un peu plus véloces. Troisième axe, et pas des moindres, on va parler de l'infrastructure et du corporate. L'impact quelque part des innovations numériques, c'est que quand on parle du cloud, c'est indéniable, on ne va pas y échapper. Il y a des résistances psychologiques, des résistances de sécurité, des résistances, on va dire, techniques ou on va dire psychosociologiques dans les entreprises, et pour des raisons de coût, et pour des raisons aussi, pareil, d'agilité dans les entreprises, tout le monde va y aller. Quand on parle de cloud, en même temps, on parle aussi de sécurité. La sécurité, c'est indéniable, la sécurité de vos données. Il ne se passe pas un jour où on ne va pas vous parler comme quoi il y a eu des vols de données par là, une entreprise s'est fait hacker, CAC 40 ou pas CAC 40. C'est la préoccupation première de toute entreprise quand il va offrir des services. Chez Alten, on fait de la sécurité depuis un bon moment. Sauf que, comme d'habitude, des fois, il faut se reconnaître comme quoi on peut se muscler davantage. Et donc, c'est ce que l'on a fait avec une co-entreprise, donc joint venture pour les anglo-saxons, qu'on a développée avec une société très spécialisée dans la sécurité de données qui s'appelle Akerva. C'est une société française. On a monté cette structure-là depuis l'année dernière pour pouvoir accompagner les clients dans ce tournant-là, tournant vers le cloud, tournant vers un peu plus de vulnérabilité dans leur quotidien, et ce qui nous permet notamment d'adresser un certain nombre de problématiques très fonctionnelles, plus proches des métiers, que ce soit au niveau de l'accès aux données, que ce soit au niveau de leur infrastructure en propre, ou que ce soit au niveau de la gestion de leur flux. Et tout ça pour terminer sur le fait que grâce aux innovations numériques, en même temps, ça nous a fait travailler en interne pour réagir, mais en même temps, ça nous offre une grande opportunité pour pouvoir accompagner
l'ensemble de nos clients sur leurs fonctions, on va dire, vitales, que ce soit la relation client, que ce soit sur leur développement de produits et services, et que ce soit sur leur infrastructure en propre, les fonctions transverses chez eux. Une fois qu'on a dit tout ça, on aurait pu s'arrêter là, comme dans une pub télé que vous connaissiez tous, hein, mais j'ai pas fini, comme dirait la dame dans la pub. Le numérique aussi, quelque part, c'est, je dirais, c'est cette capacité, alors on appelle le numérique maintenant le langage universel, parce que pour se répandre à l'international, ben, on va dire le réflexe c'est de dire, voilà, comme tout le monde est branché numérique partout, donc quelque part pour redémarrer, s'étendre dans d'autres pays, ben, on va faire du numérique, et c'est ce que l'on a fait. Bon, quand vous voyez aux États-Unis, on est sur San Diego, on est sur Seattle, on est sur Boston, vous imaginez que, bon, je pense qu'on ne peut faire que du numérique dans ces endroits-là. Seattle, on est très proche de Microsoft, entre autres. On est aussi un peu à Dallas, mais bon, ça c'est plus une petite activité. Le numérique langage universel, on va aller attaquer aussi l'Asie, notamment en Inde, en Chine. En Inde, en Chine surtout. Ça va être autour de Shanghai, autour de Shenzhen, pareil. Là, on parle numérique, donc tout le monde arrive à se parler. Le numérique aussi, quelque part, il y a une nécessité de pouvoir accompagner nos clients, hein, industriels, notamment en France, pour pouvoir chercher des optimisations de coûts. Donc, c'est les investissements que l'on a fait pour créer des structures dans les pays qu'on appelle les à bas coût, notamment le Maroc, notamment la Roumanie, par exemple. Et aussi, avant tout, c'est pour pouvoir accompagner nos clients dans l'ensemble de leur conquête de marché au niveau mondial. Le bilan de tout ça, au-delà de cette stratégie d'expansion au niveau du monde, voilà, on est présent dans 20 pays. 20 pays avec une force de frappe maintenant dans le numérique d'à peu près 4400 collaborateurs. On génère à peu près 30% du chiffre d'affaires du groupe, alors que le groupe initialement ne faisait que du conseil en ingénierie, plus dans la R&D. La part de numérique continue à progresser, et on se doute bien que demain, je pense que ça va, avec l'engouement qu'on a et je dirais l'évolution des usages, ça ne peut que s'améliorer davantage. J'ai terminé quelque part avec avec ce que la stratégie au niveau de l'organisation, la stratégie dans les offres et services, la stratégie dans l'expression géographique, et je vais terminer par, je dirais, la stratégie de positionnement. La stratégie de positionnement, grâce au numérique, ben c'est pareil, quand on atteint une certaine taille, on ne peut pas rester muet. Voilà. Quand dans l'écosystème numérique, tout le monde a peur des géants de l'Internet, hein, vous connaissez tous, on les nomme maintenant. Avant, on disait over the top, enfin, c'était un mot pour cacher tout. Maintenant, on les nomme, hein, on les appelle les GAFA maintenant, Google, Amazon, Facebook et Apple. Quand les menaces de ces gens-là planent sur l'écosystème numérique français, ben on est là, on réagit. On est dans la riposte avec un certain nombre d'acteurs. Donc vous voyez là notre PDG Simon Azoulay qui est intervenu dans une conférence, notamment pour voir quel est le positionnement de la France, de l'Europe dans cet écosystème-là, à côté de petites startups qui commencent. Hein. Non, on les appelle pépinières maintenant, je crois. Ou jeunes pousses. Jeunes pousses maintenant. On n'a plus le droit de les appeler startups. Jeunes pousses. Et à côté de grands aussi. On se doit de promouvoir quelque part le fait que voilà, la France, l'Europe pourrait très facilement devenir des champions du numérique demain. Et on continue, pareil, quand on a atteint cette taille-là, il faut aussi savoir discuter avec l'ensemble de l'écosystème au niveau mondial. On participe à des salons, on participe à des groupes de réflexion, par exemple comme DIDA, en France. On participe à des salons comme le Mobile World Congress, ou des salons plus mixés entre le numérique et la R&D historique de l'ingénierie, dans tout ce qui est objet connecté. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce qui est magnifique dans le numérique, c'est que le partenariat, par exemple, avec Gemalto, une société française à la base,
nos voisins, hein, eux ils sont à Meudon, nous on est à Boulogne. On ne s'est pas rencontrés entre Meudon et Boulogne, on s'est rencontrés à Barcelone dans un salon international. Qui fait que voilà, finalement, quand on a les mêmes objectifs de développer le numérique pour que la France et l'Europe soient des champions mondiaux, ben voilà, on arrive à se croiser pour faire un bout de chemin ensemble. Pareil, on organise maintenant nous-mêmes nos propres séminaires pour échanger avec nos clients, avec nos partenaires, avec des jeunes pousses aussi qui viennent dans ces rendez-vous-là. On fait aussi des séminaires dans les écoles, notamment pour promouvoir les métiers du numérique. On fait un certain nombre de publications. Le plus important, c'est d'échanger. C'est de pouvoir quelque part composer ensemble les forces de chacun, qu'ils soient clients, qu'ils soient partenaires, qu'ils soient jeunes pousses qui veulent se développer dans le numérique. Et je vous avoue que ça marche très bien. Pas plus tard que le dernier séminaire qu'on a organisé, c'était au mois de mars, le 25 mars exactement, dans tout ce qui est innovation digitale notamment. Il y a un partenaire, une jeune pousse qui est venue vers nous. Et là, on va aller attaquer un géant du transport national et international, on va dire ensemble. Et on est vraiment heureux de les accompagner dans cette démarche-là. Donc, quelque part, si, je dirais, vous voulez entreprendre, se développer dans le numérique, sachez que maintenant, l'écosystème est composé en même temps de grands acteurs industriels historiques, mais il y a aussi des acteurs comme les sociétés de services du style Alten qui vont pouvoir composer avec vous. Et je terminerai sur ce slide-là. Si on doit résumer Alten de nos jours dans le numérique, c'est un accélérateur de talent. Pourquoi accélérateur de talent? Si vous avez de bonnes idées, si vous voulez, je dirais, avoir de la force pour pouvoir développer votre bonnes idées, on est là. Si vous voulez plonger dans le monde du numérique et voir toutes les palettes de possibilités et d'innovations, embrasser ces innovations, on est là aussi. On a cette capacité de vous envoyer sur orbite si vous voulez attaquer, que ce soit les secteurs des télécoms et médias, le secteur de la banque, finance, assurance, ou de l'industrie et services au sens large. On est là aussi. Merci de votre attention. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on se proposait avec Anne-Mallory Simon, donc, qui est avec moi, qui est la personne en charge de la gestion des talents du numérique chez Alten. On est disposé à prendre vos questions. Alors sur la partie junior entreprise, maintenant ça fait plus de 3 ans qu'on est partenaire, tout simplement parce qu'en fait on a vu une synergie entre les juniors entreprises et Alten, c'est-à-dire dans l'organisation, dans l'état d'esprit. Je dirais, et on le dit souvent, qu'Alten est une grande junior entreprise en fait. Donc cet esprit entrepreneurial, Alten là, pour pouvoir miser sur des secteurs d'avenir, tout comme les juniors entreprises. Je pense que donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a été vraiment très heureux d'accueillir ces personnalités d'Alten qui ont pu nous montrer que le numérique change pas mal de choses et surtout que même des grands groupes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette entreprise a été créée en 1999 et aujourd'hui c'est 1,37 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est assez énorme. Donc on est vraiment très honoré d'avoir pu les recevoir aujourd'hui et je vous demande de bien les applaudir très très fort. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.